Si on a participé à un crime contre l'humanité, on ne peut pas être célébré dans l'espace public. On ne peut pas l'être. Mais quand vous en prenez à Charles de Gaulle, est-ce que vous poussez pas le bouchon un petit peu loin? Écoutez, moi je vois Charles de Gaulle avec mon regard d'africaine. Hein. Oui. Donc la France peut tout à fait décider de le considérer comme un héros. Ah oui, la France libre. Voilà, la France peut considérer... Oui, la France libre dont la capitale était Brazzaville peut tout à fait donc décider de le considérer comme un héros. Il n'en demeure pas moins qu'il est à l'origine d'un grand nombre de crimes aussi. Et c'est important de préciser à quels endroits la société est aujourd'hui divisée. Nous sommes à la veille d'une longue guerre menée par la France aux indépendantistes. Une guerre qui n'osera jamais dire son nom. Un demi-siècle plus tard, cette guerre de libération perdue, au bilan lourd de plusieurs dizaines de milliers de victimes, demeure cachée, sans images et partiellement classée secret défense, puisqu'officiellement, il ne s'est rien passé au Cameroun. Nous nous rendons dans un village isolé du sud-ouest de la France pour rencontrer Max Bardet. Cet ancien soldat français a été envoyé au Cameroun entre 1962 et 1964 dans la région des Bamileke. Max Bardet parle des atrocités qu'il a vues. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. Max Bardet était accompagné d'un officier de l'armée française. Ce que voulait voir cet officier qui était avec moi, c'était qu'il n'y ait surtout pas comment dirais-je, de gens qui puissent aller raconter ça et qu'on puisse impliquer justement, comme il y avait encore quelques militaires français, qu'on puisse impliquer la France dans ces affaires-là. L'ancien soldat dit comprendre la colère de nombreux Camerounais. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. Les Français ont continué de façon très discrète, en pilotant les opérations, puisqu'en étant vraiment massivement sur le terrain, à réprimer non seulement le mouvement nationaliste représenté par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, mais également les populations suspectées de soutenir ces mouvements qui étaient qualifiés de subversifs. Donc ça a été une répression à la fois très discrète, voire secrète, c'est-à-dire qu'en métropole, dans l'ex-métropole, en France, personne n'était au courant que ces opérations militaires étaient en cours. Des opérations à la fois donc très discrètes, très secrètes, et en même temps extrêmement violentes. C'est-à-dire qu'on est, à partir de 1960, dans des logiques de bombardement de villages, de rassemblement de centaines de milliers de villageois dans des villages de regroupement derrière des barbelés, une torture qui se systématise. Les gouvernements français actuels s'inquiètent des conclusions qu'on peut tirer de cette guerre, puisque cette guerre n'a pas été seulement un moment de répression, mais ça a permis d'installer un système de gouvernance, à la fois au Cameroun, mais plus globalement dans toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Aller y regarder de plus près sur cette guerre implique également de s'interroger sur les conséquences à long terme pour beaucoup de pays. Et ça, je crois que ça inquiète beaucoup les dirigeants français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Sur place au Cameroun, certains se souviennent encore de la période des massacres. Tadeye Melon a été le garde du corps du dernier grand leader historique de l'UPC, Ernest Ouandié. C'était vraiment une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Peut-être pour donner du contexte, justement, je pourrais citer la phrase de Pierre Messmer. Et dans ses mémoires, il dit cette phrase que je cite: « Nous avons accordé l'indépendance à ceux qui la demandaient le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la demandaient avec le plus d'intransigeance. » En une phrase, il résume assez bien le contexte de l'époque, en effet. Et les mots sont choisis. Éliminer politiquement, puis militairement, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la France, le Conseil des ministres en France a interdit l'Union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Parce qu'il y en avait d'autres? Parce qu'il y avait
d'autres personnes, il y avait l'UPC, il y avait d'autres groupes. Mais qui surtout, étaient, non, l'UPC, qui avait été créé en 1948, avait mobilisé massivement les Camerounais autour des mots d'ordre d'indépendance, de réunification du Cameroun français et du Cameroun anglais. Et donc, effectivement, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais qui soutenaient l'UPC. C'est dans les rapports de police de la France qui dit l'UPC jouit d'une popularité immense. Donc, pour essayer d'éradiquer, d'éliminer, comme dit Mesmer, complètement les velléités nationalistes, la France a engagé une guerre. Dans l'Ouest, la région la plus densément peuplée, des villages entiers sont rayés de la carte et leur population est décimée. Même après l'indépendance, même après 60, ils ont toujours bombardé. Mais les bombes, c'était presque tous les jours. Pas aux mêmes endroits. On pouvait déverser à Bamenjou aujourd'hui, demain c'est à Bouddha, après-demain c'est à Bangou. C'est comme ça. Là où c'est dur, ils ne déversaient pas pour rien. C'est là où la guerre chauffait, ils viennent déverser. C'est là que les maquis commencent véritablement aussi à l'ouest du pays. Et donc jusqu'en 1960 à peu près, l'action armée se développe largement ici à l'ouest, mais est programmé aussi l'assassinat de Moumié, en même temps que l'assassinat de Patrice Lumumba. Alors ça c'est lié certainement à la deuxième conférence des peuples africains qui élit un comité comprenant notamment Boumendjel du FLN d'Algérie, Lumumba, Moumié. Alors ça signifie qu'à l'échelle continentale, il va se passer des choses pas agréables du tout pour les milieux coloniaux. La France continue sa stratégie d'éradication. Félix Moumié, qui dirige toujours l'UPC depuis l'exil, est à Genève où il négocie un transfert d'armes. Un agent des services secrets français, William Bechtel, serait parvenu à glisser un poison dans son verre. Le 4 novembre 1960, Félix Moumié meurt à l'hôpital de Genève. J'ai dit que c'est le général de Gaulle qui a tué mon mari. C'est ça que j'ai dit. Qu'on trouve que c'est mauvais, qu'on trouve que c'est mal dit, qu'on trouve que comment. Mais c'est ça que j'ai dit. On a toute une série d'opérations qui vont du ratissage et du bouclage dans les années 60, en 1960, février 60, mars 60, mars 60 encore une fois, avec des noms comme Charlie, Echo, Épervier, Martinet, Gold, Juliette, etc. Il y a des opérations tant terrestres que par aviation. Le napalm a été utilisé au Cameroun. Le napalm a été utilisé au Cameroun, même si c'est un démenti pour la forme. Monsieur Mesmer ne pourra pas faire un démenti sérieux à ce sujet. Donc vous avez entendu parler de napalm? Oui, c'est pas important. Nous, on disait que c'était l'acide. C'est le nom que nous, on connaissait. Il déverse l'acide sur les gens. Parce que quand ça verse, ça te brûle. Ça brûle même les arbres comme ça, tout. Mais nous, on disait que c'était l'acide. Ouais. Lorsque De Gaulle s'était présenté à Conakry pour soumettre le projet de la communauté franco-africaine, Sékou Touré, qui l'a reçu, lui a dit clairement que, écoutez, la Guinée ne va pas s'inscrire dans cette histoire de la communauté franco-africaine. Le Guinéen Sékou Touré a le toupet de refuser la main généreusement tendue par la France. Par un discours courageux et exalté, Sékou affirme sa volonté d'indépendance au nez et à la barbe du général de Gaulle, dont le moins qu'on puisse dire est qu'il prend très très mal l'affront. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays.
Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement Sékou Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. Ils ont cherché à assassiner à plusieurs reprises le leader de l'indépendance de la Guinée. Ils ont monté beaucoup d'opérations contre lui via les services secrets français et la DGSE pour l'assassiner, mais ils n'ont pas pu le faire. Et toutes ces opérations ont échoué contre lui. Mais les Français ne se sont pas arrêtés là, c'est-à-dire aux attentats contre sa vie. Mais ils ont coulé systématiquement l'économie de la Guinée, tout d'abord en bloquant le franc, parce que la Guinée était aussi dans la zone CFA. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va bloquer tout ce qu'il y a comme devise venant de la Guinée. On a mis un cachet spécial dessus, de sorte que dès que l'argent de la Guinée sort de la Guinée, cet argent ne peut pas être utilisé dans les autres pays. Sékou Touré va décider de créer une monnaie. Les Français vont émettre de faux monnaies pour inonder le pays et couler ainsi également ce projet, enfin cette réalisation de Sékou Touré. Sylvanus Olympio, qui s'est battu durant des années pour le Togo, qui a été assassiné tout simplement parce que il s'était opposé à la France et que il avait voulu signer un accord avec la Banque de France pour sortir le Togo de la zone franc CFA et créer une autre monnaie. C'est-à-dire, il avait voulu signer cet accord le 15 janvier 1963. Le 13 janvier, il a été assassiné. Donc, quand il a été assassiné, on n'a même pas autorisé que son corps puisse reposer au Togo. Son corps repose au Bénin. Et depuis lors, bon, son corps continue d'être au Bénin, jusqu'à présent. Ouais. Voilà, comme je vous l'ai dit, le général de Gaulle. C'est lui, vous pouvez noter ça, vous pouvez aller vérifier au journal officiel. Le voilà, celui qui a créé le franc CFA. Et à partir de là, se dégage des privilèges. Le franc CFA se fabrique à Chamalières, notez-le, prenez-le. Vous pouvez appeler tout de suite. Comme aujourd'hui c'est samedi, sinon demain, lundi, ils vont répondre. C'est là se fabrique à Chamalières le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Donc, à partir de là, vous voyez bien, comme on dit, le Conseil des ministres peut dévaluer ou réévaluer le franc CFA. Ça, c'est sur papier. Mais dans la réalité, c'est autre. Pourquoi? C'est ce que nous dit le ministre français, le premier ministre français, en la personne de M. Édouard Balladur. Il dit, par exemple, que le franc CFA n'a pas été dévalué par les Africains. Le franc CFA a été dévalué, vous le lisez avec moi, à l'instigation de la France. Voilà, c'est ça l'élément important. Mais Édouard Balladur va plus loin pour dire, la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Et sur ce point-là, il a 1 milliard de fois raison. Pourquoi? Parce que la monnaie, le pouvoir de la monnaie appartient au peuple. Sinon, ce sont les représentants du peuple. Donc, ici, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lui, il sait ça? Il va dévaluer le franc CFA. Vous avez la réponse. Parce que le franc CFA appartient 100% à la France. S'il y a un budget, un financement à faire, ce qu'on appelle le financement du développement, sinon le niveau de développement socio-économique, c'est la France qui décide. C'est la France qui impose aux pays africains de la zone franc un niveau de sous-développement socio-économique. C'est elle. C'est un système qui est un héritage colonial. Ça nourrit la France. Quelles sont les conséquences? Il y en a plein. Mais parmi les grandes conséquences, nous pouvons dire qu'il y a un blocage de l'industrialisation des pays de l'Afrique et de la zone franc CFA depuis 1945 jusqu'à ce jour. Pourquoi? Lorsque vous voulez vous industrialiser, vous voulez acheter ce qu'on appelle les équipements industriels, etc. Et puis, si vous voulez acheter aux Américains, eux, ils n'ont pas besoin de francs CFA. Ils ont besoin du dollar. On est d'accord? Alors, pour mémoire, comme le milieu est toujours hétérogène, on appelle devise toutes les monnaies du monde, sauf la monnaie du pays. Ça va? C'est ça qu'on appelle devise.
Donc, si vos devises, c'est quand vous vendez, quand les Africains vendent à l'extérieur, qu'ils sont bloqués et qu'ils donnent leur devis à la France, ça veut dire objectivement, mathématiquement, scientifiquement, ils ne peuvent pas importer des biens d'équipement. Donc, ils ne peuvent pas s'industrialiser, ils ne peuvent pas transformer les matières premières chez eux. Et comme ils ne peuvent pas s'industrialiser, eh bien, tout naturellement, ils restent dans la pauvreté. Qu'est-ce que faisait les nazis? Il dit, vous, la France, apportez-nous les biens dont nous avons besoin. Et en contrepartie, on crédite votre camp, on met un signe plus. Voilà ce que nous dit M. Jean Boissonnat, brillant et journaliste, mais il n'est pas cité ici en tant que tel. Il est cité parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque de France. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières sans débourser de devises. Ça dit, ne paie pas. Pour mémoire, lorsque le Ghana va à la France est obligée de puiser dans ses réserves des devises pour payer le Ghana. Si la France veut achète des biens, par exemple, au Nigeria, ou du moins à tous les autres pays du monde, qui ne sont pas membres de la zone franc, elle prend les devises et elle les paye. En ce qui concerne les 15 pays d'Afrique francophones de la zone franc CFA, sans débourser de devises. Elle prend seulement son signe plus, elle les crédite. Voilà le système. Et je lui dis, bah oui, mais depuis que l'Afrique est libre, il n'y a plus de colonies en Afrique. Vous m'avez dit non. Il y a toujours. Et la colonisation n'est plus là, mais elle est toujours. Elle est là. Elle est là. Elle est dans la tête, mais elle est aussi économique. Elle est largement économique. Il suffit de penser au système du CFA qui est un racket d'une... S'il n'y avait plus de CFA, moi je ne suis pas sûre que la France elle ferait ça quand elle se tiendrait en Afrique. Il faudrait peut-être que les Français dits de souche qui nous mettent sur des strapontins identitaires et qui nous disent que nos nationalités françaises sont des nationalités élastiques et puis on peut nous l'enlever, etc. Et qui disent à nos enfants qu'ils ne sont pas tout à fait d'ici, qu'ils les violentent sans cesse. Il faudrait peut-être leur dire que si l'Afrique arrêtait de nourrir la France elle ferait moins le malin. Moi je dis elle emprunterait de l'argent à la Grèce, la Grèce actuelle. Et alors moi j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'on appelle le grand homme, puisque c'est la grande référence politique française. Tout le monde se réclame de Gaulle, on est tous gaullistes, c'est souvent ce que les hommes politiques, en tout cas certains hommes politiques, voilà. Et moi j'aimerais connaître votre réaction. Comment vous voyez ce personnage? Je vais être un peu iconoclaste, je pense. Vous pouvez. Déjà, je reviens quand j'étais petite. Je me suis toujours demandé pourquoi on chantait les louanges d'un monsieur qui n'était pas sur le front de la guerre. C'est très personnel. Je me disais pourquoi le général de Gaulle et pas le général Leclerc, puisqu'on me disait que le général Leclerc, lui, il avait été au combat. Donc je ne comprenais pas trop. On m'a dit qu'il a fait de la résistance depuis l'Angleterre. Bon. Nous savons que le général de Gaulle, qui est une figure tutélaire ici, et qui a certainement des qualités, et qui est grand au moins par la taille. Oui. Le général de Gaulle, qui donc se battait contre une occupation, n'avait aucun scrupule à occuper ailleurs. Donc, je ne peux pas avoir une admiration pour quelqu'un qui méprisait autant les miens, je ne peux pas.